Les webtoons yaoi, c'est un sujet épineux. Avant que vous ne me jugiez, je tiens à préciser que je ne parle pas de tous les webtoons, mais de la majorité de ceux que j'ai lus. Honnêtement, j'ai eu des moments où j'ai voulu nettoyer mes yeux avec de la javel tellement c'était dérangeant. Donc évidemment, je préviens, si vous êtes une personne sensible sur ce genre de récit, ne regardez pas cette vidéo. J'ai plein de vidéos, donc allez regarder les autres. Mais bon, vous me l'avez demandé plusieurs fois, alors aujourd'hui c'est le moment où on va décortiquer ensemble les principales problématiques qui reviennent dans de nombreuses œuvres yaoi. Et croyez-moi, ça vaut le détour. On va parler des clichés, des relations toxiques, des stéréotypes et de bien d'autres trucs qui rendent ces histoires plus déprimantes qu'autre chose. Évidemment, je parlerai de Jinx dans ma vidéo car c'est sûrement le yaoi que vous m'avez le plus demandé. Top, j'ai besoin de vous les amis. On est presque à 10K abonnés sur cette chaîne et c'est grâce à vous que je continue à pousser. Alors si vous aimez le contenu, abonnez-vous, lâchez un like et surtout n'hésitez pas à commenter la vidéo pour me dire ce que vous en avez pensé et partager votre propre expérience avec ces webtoons. Vos avis m'intéressent vraiment. Et vous le savez peut-être déjà, mais je suis quasiment tous les soirs en live sur Twitch et mon objectif est d'atteindre au moins 20 viewers en moyenne. Ça va être épique et j'ai besoin de votre soutien pour y arriver. Si vous voulez passer un bon moment, rejoignez-moi, on va bien rigoler ensemble. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur mes autres réseaux sociaux, Twitch, Discord et Instagram. Vous pouvez aussi découvrir ma chaîne dédiée à l'horreur pour les fans de frissons. Merci encore pour votre soutien, vous êtes les meilleurs. Bon, et si on commence ? Parlons du concept même de l'Omégaverse qui a émergé comme une sous-culture dans l'univers des récits yaoi, bien qu'il soit également présent dans certains récits hétérosexuels et yuri. Cependant, c'est dans les webtoons yaoi que l'Omégaverse a particulièrement trouvé sa place, devenant une partie intégrante de la dynamique entre les personnages. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce concept, l'Omégaverse repose sur une hiérarchie biologique et sociale entre les individus, basée sur les rôles spécifiques. Les alphas, les bêtas et les omégas. Les alphas sont des individus dominants, forts et souvent leaders. Ils jouent un rôle central, protecteur et parfois possessif dans les intrigues yaoi, assurant l'équilibre social. Les bêtas sont neutres, ni dominants comme les alphas, ni soumis comme les omégas. Souvent secondaires, ils servent d'équilibre dans la dynamique entre les deux autres groupes, mais peuvent parfois jouer des rôles plus marqués. Les omégas sont perçus comme plus vulnérables et émotionnels, leur position sociale les rend souvent soumis ou protégés par les alphas, ce qui alimente les tensions et la passion au cœur des récits yaoi. Bon, je pense que vous voyez le problème. De nombreux récits Omégaverse mettent en scène des relations non consenties ou floues, souvent justifiées par la biologie des personnages. Par exemple, les omégas en particulier, pendant leur chaleur, sont décrits comme étant en état de besoin incontrôlable. Cela sert parfois d'excuse narrative pour des scènes de sexe forcé, présentées ensuite comme romantiques. On entend souvent des justifications du style « il n'a pas pu se retenir, c'est parce que l'oméga était en chaleur ». Ce type de narration déplace la responsabilité de l'agresseur vers la nature de la victime, ce qui banalise voire glamourise le viol, sous couvert de biologie alternative. Le schéma assez binaire entre l'oméga et l'alpha renforce des clichés sexistes, même lorsque les personnages sont tous du même genre biologique, souvent des hommes dans les fictions yaoi. On reste dans une logique de hiérarchie et de contrôle, l'un possède, l'autre se soumet. Cela pose problème quand ces dynamiques sont systématiquement valorisées, voire idéalisées sans critique ni remise en question. Le concept de lien ou marquage entre un alpha et un oméga est souvent traité comme quelque chose d'irrésistible et irréversible. Un alpha peut marquer un oméga sans son accord et celui-ci devient alors lié à vie. Là encore, c'est une mécanique narrative qui efface le choix tout en étant présenté comme une preuve d'amour ou de destin. C'est une façon subtile mais dangereuse de normaliser la perte d'autonomie dans les relations, comme si l'amour justifiait tout. Et pourquoi c'est important d'en parler ? Ce n'est pas une question de diaboliser tout l'Omégaverse. Certaines œuvres tentent justement de critiquer ces dynamiques ou de les détourner pour en proposer des versions plus saines, plus nuancées. Mais il est crucial de reconnaître que beaucoup d'œuvres, surtout les plus populaires, reproduisent sans filtre des rappeurs de force déséquilibrés, les présentent comme normaux voire souhaitables. Dans un monde où les violences sexuelles et sexistes sont encore trop banalisées, la fiction a un rôle à jouer. Ce n'est pas une question de censurer, mais de poser un regard critique sur ce qu'on lit, ce qu'on écrit et ce qu'on partage. Bon, je vous ai déjà expliqué ce qu'était l'Omégaverse, ses problématiques, ses codes et à quel point certains tropes peuvent poser problème, mais j'ai envie de vous faire un petit retournement de perspective. Et si je vous disais que toutes ces tropes, domination, contrôle, obsession, dynamique toxique, on les retrouve aussi dans des webtoons yaoi classiques, sans même passer par le prétexte des chaleurs ou de la grossesse. Et oui, même sans le vernis Omégaverse, ces récits véhiculent parfois exactement les mêmes travers. Et pour pouvoir vous en parler de façon honnête et complète, j'ai dû plonger dans le pire du pire, vraiment. Je vais ne pas tourner autour du pot, certaines des recommandations que j'ai croisées m'ont mise très mal. Pas juste mal à l'aise, non, je parle de vraies nausées, de malaise profond au point de me demander sincèrement, mais qu'est-ce que l'auteur avait en tête pour écrire ça ?
Je parle de webtoons comme Placebo, Darkfall, Eat and Be Eaten ou encore l'ignoble Obey Me. Ouais, j'ai bien dit ignoble. Je sais, j'ai volontairement visé les extrêmes, mais c'est justement parce que ces œuvres poussent à fond les vices du genre qu'elles deviennent des cas d'étude parfaits pour décortiquer les dynamiques malsaines qu'on banalise trop souvent dans le sphère et yaoi. Et parfois je vous parle de tout ça maintenant, parce que tout ça va me servir à vous poser les bases avant que je vous parle de Jinx. Et croyez-moi, il y a beaucoup de choses à dire. Parlons yaoi un peu, tiens. Mon tout premier webtoon yaoi était Sin, un classique pour beaucoup et franchement une bonne porte d'entrée. Mais depuis j'ai remarqué un truc assez fou dans cette commu. Pourquoi certains fans conseillent des œuvres toxiques comme première lecture? C'est pas un débat, c'est un appel à l'aide. Il y a littéralement des gens qui balancent des titres comme si c'était du bonbon, alors qu'en réalité c'est du poisson. Je parle de trucs comme Placebo, Darkfall, Eat and Be Eaten, Obey Me et ça en mode vas-y fonce, c'est trop bien. Non, juste non. Placebo, c'est littéralement l'une des pires expériences de lecture que j'ai eues. Il n'y a rien de romantique là-dedans, c'est juste malsain, toxique et ça fout une image déformée de ce qu'est un vrai bon yaoi. Pareil pour les autres que j'ai cités. Et ça me fout en rogne parce qu'une nouvelle lectrice ou un nouveau lecteur qui tombe là-dessus en pensant découvrir un bel univers, il va juste être dégoûté ou pire, penser que c'est normal. Donc voilà, je suis curieuse. Vous, c'était quoi votre tout premier yaoi webtoon? Et est-ce que vous êtes aussi tombé dans le piège de lire un truc bien toxique parce qu'un fan zélé vous l'a conseillé? Balancez vos anecdotes, vos traumas, vos coups de cœur aussi, on est là pour discuter et se prévenir des pièges. Alors parlons enfin de Jinx. Ouais, le webtoon yaoi que tout le monde voulait que j'aborde et franchement je comprends. C'est probablement l'un des plus what the fuck de ces dernières années. Pas forcément dans le bon sens niveau scénario, mais c'est aussi ce qui fait qu'on ne peut pas détourner les yeux. Pour ceux du faux qui n'ont jamais entendu parler de Jinx, imaginez ça, un champion de MMA charismatique, brutal, avec un regard qui tue et maudit. Littéralement, s'il ne couche pas la veille d'un combat, il perd, pas de plan cul, pas de victoire. Et là débarque un kiné, pas n'importe lequel, jeune, naïf, adorable et totalement fauché. Le mec est à 2 doigts de dormir dans la rue, alors forcément le chemin se dit parfait, je vais le payer pour me soulager et m'assurer la victoire. Voilà. Bienvenue dans Jinx, où il n'y a pas de consentement, les tensions sont électriques et chaque chapitre est un mélange de malaise, de désir et d'un scénario qui avance à la vitesse d'un escargot sous Xanax. Parler de Jinx, c'est compliqué, vraiment, parce qu'à peine je pense à cette œuvre, j'ai une envie irrésistible d'insulter Joo Jae-kyung. Ce mec, c'est pas juste un bad boy ou un personnage gris. Non, c'est littéralement une ordure finie. Et encore, je pèse mes mots. Vous trouvez que Ener de My Beloved Oppressed est toxique? D'ailleurs, vous m'avez beaucoup demandé d'en parler et je le ferai très bientôt. Eh bien, Jae-kyung, c'est le shaitan en personne. Le mec agit comme s'il était au-dessus de tout et de tout le monde et il fait subir à Kim Dan des trucs horribles, pas juste 1 ou 2 fois, non en boucle. Pourquoi? Parce qu'il est plus fort, parce qu'il peut, ça suffit à justifier l'enfer qu'il lui fait vivre. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il n'y a aucune évolution, nada, zéro. Jae-kyung reste un bourreau jusqu'au bout et Kim Dan, il lui pardonne. Tout comme si c'était normal, comme si tout ça n'était pas grave. C'est pas du pardon, c'est du syndrome de Stockholm puissance 1000. Franchement, Kingdom, il part déjà pardon, pas parce qu'il est faible en soi, mais parce que l'autrice elle-même le construit comme un personnage qui doit dépendre de quelqu'un de plus fort pour exister. Et ça, c'est pas juste une question de narration, ça véhicule un discours limite problématique. Parce que, oui, Dan est un homme, mais à plusieurs reprises, Jae-kyung et même le récit en général le rabaisse, le traite comme fragile, dépendant presque féminisé, dans le sens stéréotypé du terme. Et là, on touche un point qui dérange, ce parallèle comptant entre fragilité et féminité comme si c'était synonyme de faiblesse. Ça pose une vraie question, est-ce qu'on n'est pas en train de nous servir sous couvert de tensions dramatiques, une vision hyper genrée où seuls les dominants ont droit à la force, à la voix, à l'autonomie, pendant que les autres, eux, doivent subir, supplier, survivre. C'est pas juste un trope, c'est un miroir sur ce qu'on accepte encore trop facilement dans certaines narrations, que le faible n'a de valeur que par sa relation avec le fort, et que cette faiblesse est toujours codée de manière très genrée. Et franchement, c'est frustrant, parce qu'on attend, on espère qu'à un moment ça bascule, que la narration prenne une tournure, qu'on nous donne au moins une lueur de rédemption ou de justice, mais non. On reste coincé dans une boucle aussi impunie, romantisée. Bon, je vais pas mentir, mon premier webtoon yaoi dérangeant, c'était Killing the King, un classique, oui, une masterclass de toxicité. Aussi, et en le lisant, je me suis posé une vraie question. Pourquoi autant d'œuvres yaoi mettent en scène des relations ultra toxiques, plutôt que des couples gays sains, nuancés et réalistes? Pourquoi romantiser la manipulation, les abus, voire carrément la violence? Pourquoi pas plus de récits qui donneraient une image positive et équilibrée de l'amour queer? Je me suis dit, ok, il y a peut-être une raison sociologique, culturelle, psychologique, un truc profond quoi. Alors j'ai creusé la réponse, elle m'a un peu piqué. La vérité c'est que le problème c'est nous, le public. Attends, laisse-moi t'expliquer. À la base, le yaoi,
a été créé par des femmes pour des femmes. Et souvent les autrices projettent leurs fantasmes à travers ces histoires. Comme les couples mis en scène ne sont pas hétéros, ça crée une sorte d'espace safe pour explorer des désirs, des dynamiques de pouvoir ou des scénarios qu'elles ne voudraient pas forcément vivre en tant que femmes hétéros. Et dans cette bulle de fiction, la logique réaliste peut passer au second plan. Mais voilà le hic. À force de vouloir explorer des fantasmes, on a construit des archétypes rigides et parfois carrément problématiques. Le pire, c'est que ces schémas, ils vendent parce que beaucoup de lecteurs, lectrices les consomment comme des fantasmes, pas comme des modèles à suivre. Sauf que tout le monde ne fait pas forcément la différence. Et ça alimente des clichés sur des relations gays qui peuvent être hyper réducteurs, voire nuisibles. Mais attention, le problème, c'est pas juste les auteurs qui écrivent mal. C'est un système, une industrie, une demande. Un imaginaire collectif, et si on veut voir émerger plus de yaoi sains, nuancés, touchants, sans être malsains, faut qu'on le dise. Faut qu'on les lise, qu'on les recommande, qu'on les booste. Parce que oui, ces histoires existent sur les zines, tapas, webtoons et ailleurs, des récits qui parlent d'amour, de respect, de communication, de queer jive. Mais tant qu'ils ne font pas assez de clics, ils resteront dans l'ombre. Bon, si vous êtes encore là, j'espère que vous allez bien et que la vidéo vous plaît. Mais là, je vous vois venir. Erito, est-ce que les webtoons yuri, c'est le même délire que les yaoi? La réponse est oui, mais avec un gros mais. C'est le même type de problème, mais sur une bien plus petite échelle. On parle pas de centaines de titres, mais d'une petite vingtaine qui pose vraiment souci. Donc non, c'est pas une épidémie, mais ça existe. Il faut en parler. Et attention, certains sont au même niveau que les pires webtoons yaoi. Mais il y en a aussi qui vont encore plus loin. Là, on parle d'autrices qui ont franchi des limites, des trucs que t'as même pas envie de lire, et pourtant ça existe bel et bien. Mais je vais pas tout balancer ici, parce que ces cas-là méritent une vidéo à part entière. Et surtout, on va devoir parler des héroïnes. Parce que si vous avez lu I'm More Dangerous Than You, Manipulate My Heart ou Mizu Ying, vous savez déjà que ces persos, c'est pas juste des red flags, c'est des alarmes incendies. Bref, tenez-vous prêts parce que ça arrive bientôt. Et là, on va vraiment rentrer dans le cœur du malaise. Alors la vraie question, c'est quel genre d'histoire on veut soutenir. Ces derniers temps, vous avez peut-être remarqué quelque chose, les webtoons qui soient yaoi, yuri ou même hétéro deviennent de plus en plus toxiques. Relations sans consentement, romantisation d'abus, manipulation émotionnelle, ça devient presque une norme dans certains récits. Et si on arrêtait de regarder ça comme de la fiction stylée et qu'on posait enfin les bonnes questions, parce que pour comprendre pourquoi ces récits dérivent autant, il faut regarder là où ils naissent, la Corée du Sud. Derrière les paillettes de la K-culture, après mes documentaires sur la facassée des idols, sur le harcèlement au Japon, j'ouvre un nouveau dossier. La face sombre de la Corée. À travers les webtoons, on va explorer les vices, les violences invisibles et les vérités que peu osent regarder en face. Est-ce que ce pays si idéalisé par le monde entier est vraiment aussi parfait qu'on le croit? Ou est-ce qu'on vous ment depuis le début? Et je vais pas vous mentir, si la vidéo sur la yaoi m'a déjà laissé émotionnellement lessivé, ce qui m'attend pour ce sujet risque d'être encore plus lourd, encore plus dérangeant. Je vais sûrement tomber sur des choses qui vont me retourner l'estomac et me faire perdre foi en pas mal de choses. Alors vraiment, abonnez-vous, soutenez ce travail parce que je vais en avoir besoin de toutes vos forces pour tenir bon. Ce n'est pas juste un contenu cool, c'est un vrai regard critique qu'on pose ensemble. Et croyez-moi, ça va remuer. Restez curieux, gardez l'esprit critique. Moi c'est Erito et je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles découvertes enrichissantes. À très bientôt.